Bonjour à tous. Bienvenue à cette session sur la surpuissance de l'État est-elle justifiée par la crise, qui est coordonnée par le membre du Cercle des économistes, l'économiste Christian Saint-Etienne. Je vais vous présenter très rapidement les participants à cette table ronde. Chloé Morin, qui est spécialiste de l'étude de l'opinion et qui a créé sa société qui s'appelle Societing. Monsieur Jean-Louis Giraudol, qui est le président de Lazare France. Monsieur Patrick Mignola, qui est le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Et monsieur Ben Moussa, qui est l'ambassadeur du Maroc en France depuis 8 ans, je crois. Et nous avons aussi 2 personnes en distanciel. Un historien, qui est monsieur Ferguson, qui est professeur à Stanford. Et monsieur Della Callier, je suis désolée parce que je parle mal espagnol, donc si je le prononce mal, qui est économiste et ancien ministre délégué au commerce extérieur au Mexique, et qui vient de publier un livre sur l'économie de l'extorsion, si j'ai bien lu. Et je vais laisser Christian Saint-Etienne introduire le débat, et puis ensuite on vous passera la parole à chacun. Merci beaucoup. Donc, à la suite de la crise sanitaire que nous avons tous subie, les États des pays démocratiques sont fortement intervenus dans l'économie, à la fois pour organiser la lutte contre la pandémie, stimuler la recherche sur les vaccins et organiser, ou en tout cas amorcer une organisation pour mettre en place une plus grande autonomie stratégique au niveau national le plus souvent et peut-être au niveau européen si nous y parvenons. Donc la question centrale, c'est est-ce que ces interventions étaient-elles justifiées? Est-ce qu'elles ont été exécutées, comme on dit, de manière appropriée? Est-ce que l'État est trop intervenu dans certains domaines et pas assez dans d'autres? C'est la question centrale qui est posée dans cette table ronde. Alors la théorie économique, qui a ses limites, ses contradictions, a néanmoins établi un certain nombre d'analyses et de mécanismes solides. On a vu dans la réunion introductive cet après-midi, et c'est un point central de la réflexion du Cercle des économistes, c'est que sans innovation dans la concurrence et sans concurrence avec de l'innovation, on ne progresse pas. Donc on n'a pas de progrès technique, on n'a pas de progrès économique. On a également besoin d'une demande globale stabilisée, donc c'est à la fois Schumpeter et Keynes. Les anticipations des agents, c'est l'autre point clé qui a été établi par la théorie économique. Lorsqu'elles sont partagées par la quasi-totalité des agents, deviennent autoréalisatrices. Parfois, ça peut être pour le bien, c'est ce qu'on va voir cet été vraisemblablement. Tout le monde s'attendant à ce que tout aille bien, ça va accélérer la reprise. Mais quand les anticipations convergent vers Armageddon, on peut avoir la réalisation du pire. Donc les questions qui se posent dans ce contexte, c'est quelles doivent être les modalités d'intervention de l'État pour stimuler l'offre ou la demande, mais sans créer de rigidité. Comment organiser les relations entre les États et les entreprises pour stimuler l'innovation sans avantager certaines entreprises les unes par rapport aux autres. Et vous savez que nous avons un vrai problème en France, puisque comme nous avons très peu de TI, pendant 40 ans, l'État s'est habitué à travailler avec les grands groupes. Et donc, il y a tout un travail de repositionnement de l'État pour aider les grosses PME et les ETI à se développer. Il y a aussi la question des domaines d'intervention de l'État. Doit-il intervenir directement dans certains secteurs économiques ou doit-il uniquement organiser un environnement économique, fiscal et social qui favorise la croissance? Et puis, dans ce contexte, il y a quand même une ouverture internationale avec les différents intervenants que nous avons, notamment aux États-Unis, qui est très importante pour nous. C'est dans la mesure où, il ne faut pas l'oublier, depuis 10 ans, mais pour les 25 prochaines années, le monde et l'histoire du monde va être dominée par la compétition pour la domination mondiale entre la Chine et les États-Unis. Les États chinois et américains ont des politiques particulières qui visent à répondre à cet état latent de conflit. Que faut-il en déduire pour les États européens et comment nous nous organisons pour
Si nous arrivons à acquérir un niveau suffisant de puissance collective, éventuellement stabiliser ce conflit qui peut parfaitement déborder s'il n'est pas stabilisé. Donc nos différents intervenants vont essayer d'éclairer ces questions. Merci. Je propose qu'on passe en premier la parole à M. Ferguson, qui a un point de vue d'historien, je suppose, sur la surpuissance de l'État n'est pas exactement un thème très nouveau. C'est une question qui se pose depuis déjà longtemps, mais même si de façon différente. Donc je vous pose, selon les règles en vigueur aux rencontres, la question en français. Est-ce que, pour vous, cette surpuissance de l'État est-elle injustifiée ou justifiée et quels sont éventuellement enfin, qu'est-ce que vous voyez comme danger, comme limite qu'il faudrait poser? C'est un peu votre propos introductif avant le débat qui suivra. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Désolé si j'ai raté le début de la discussion, j'avais quelques soucis techniques. Je vais commencer en tant qu'historien par vous remercier de m'avoir invité. Souvent, l'histoire économique est devenue le cousin pauvre dans le monde académique, en tout cas aux États-Unis. On n'aime plus l'histoire économique dans les départements d'économie ou d'histoire. Donc, je suis ravie de participer à cette discussion. Bien sûr, dans une situation urgente, le gouvernement doit pouvoir prendre des pouvoirs d'urgence. Ça n'a rien de nouveau. Au Moyen Âge, au XIVe siècle, au moment de la peste, c'est ce qu'a fait les différents États au XIXe siècle. C'était l'Angleterre très libérale qui a pris les mesures les plus efficaces dans le domaine, par exemple, de la santé publique et l'assainissement. Donc, ça existe depuis des siècles, ce phénomène. Une question intéressante m'a été posée quand je préparais cette session. On m'a demandé si les pouvoirs acquis par les États pendant cette pandémie vont rapidement être rendus en quelque sorte. Il y a eu des urgences depuis une centaine d'années qui peuvent nous guider. Donc ma réponse serait non, on ne va pas les rendre rapidement. Je pense qu'il y a une tendance très nette des deux côtés de l'Atlantique d'introduire une réglementation d'urgence lorsqu'il y a un état d'urgence. Et cette situation perdure pas mal d'années. Aux États-Unis, il y a plusieurs lois d'urgence qui sont toujours en vigueur, même une loi qui date de 1979. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2020 et 2021, en fait, il y a eu une différence d'efficacité entre les pays, mais il n'y a pas eu... On ne peut pas dire que l'État unitaire s'est mieux débrouillé qu'un État fédéral. Un État très centralisé comme la Chine a été efficace en termes d'arrêter le foisonnement de la pandémie. Et j'ai l'impression que les vaccins chinois sont beaucoup moins efficaces que les vaccins développés dans des systèmes plus compétitifs où l'État joue un rôle minime dans la recherche sur les vaccins. Il faut bien se rendre compte, lorsqu'on passe en revue ces 18 mois, que, en fait, criblage rapide, détection rapide, eh bien, ça permet de sauver beaucoup de vies. Donc, justement, un dépistage rapide est la clé du succès. Et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été fait dans la plupart des pays occidentaux. Les pays occidentaux n'ont pas, en fait, respecté ce principe. Le Taïwan, la Corée du Sud ont bien réussi, par contre.
Mais est-ce qu'on peut apprendre surtout si on étudie le cas du Taïwan et de la Corée du Sud et leurs réponses? Car ils ont fait un dépistage précoce et ils sont intervenus très vite. Pour conclure mes remarques liminaires, je ne pense pas que l'on va revenir à une sorte de planification économique. Il y a des gens qui pensent qu'il y a eu un déplacement permanent dans l'équilibre de pouvoir en état des marchés. Bien sûr, il y a eu un plan de sauvetage aux États-Unis pour aider les familles, l'économie, l'emploi. Mais je pense au niveau des plans d'infrastructure, on est moins efficace que dans les années 1950. Je pense que cet accroissement du pouvoir de l'État et la réaction contre cet accroissement a fait son chemin sur le plan politique. Il y a beaucoup de pression sur les gouvernements pour qu'ils rendent ces pouvoirs ils se sont confirmés pendant l'état d'urgence. Même si le variant Delta provoque une augmentation importante des cas des deux côtés de l'Atlantique. Je pense donc que la question principale, et ce serait ma dernière observation, est la suivante. On verra à quelle vitesse les gouvernements vont renoncer au pouvoir qui se sont temporairement octroyés pendant l'état d'urgence, au fur et à mesure que cet état d'urgence prend fin. D'après l'expérience récente, il y a beaucoup d'inertie et que les gouvernements ne vont pas rendre de gaieté de cœur ces pouvoirs d'urgence. Voilà ma pensée. Monsieur Giraudolle, Monsieur Ferguson vient d'évoquer beaucoup la crise sanitaire, mais quand on dit la surpuissance de l'État est-elle justifiée par la crise, en fait, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs superposées. Oui, je ne sais pas si ça marche. Merci. Merci à toutes et à tous d'être ici. Je crois qu'on a vécu un moment très particulier dans lequel, et on l'a vu, l'État a pris le contrôle de l'ensemble de l'économie et presque de la société, comme dans le cas d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle majeure. On sait qu'en 2020, les dépenses publiques ont représenté 63% du PIB, ce qui est déjà... On partait déjà de haut, de 55 ou 56 en France, et on atteint ce niveau record. La question, effectivement, est de se demander maintenant que va-t-il se passer et à quoi faut-il s'attendre. Je crois qu'il y a trois phénomènes, trois crises, comme vous le disiez, Marie-Pierre Grondal, qui poussent à une demande d'État. Ce sont des crises qui convergent, confluent aujourd'hui à partir de temporalités un peu différentes. La première, c'est évidemment la crise sanitaire dont nous commençons, je l'espère, à sortir, qui a conduit l'État à arrêter l'économie, à assurer la sécurité sanitaire, à prendre le contrôle d'un certain nombre d'approvisionnements essentiels et à assurer ce que le prix Nobel d'économie Edmund Phelps appelle son rôle d'assureur systémique, c'est-à-dire de prendre en main l'ensemble de l'économie, que ce soit du côté de l'offre, à travers en France par exemple les PGE ou le système de soutien, les fonds de soutien à l'économie, ou du côté de la demande, à travers évidemment le chômage partiel et les différents éléments complémentaires. Ça va même au-delà, puisqu'on a mis en place dans beaucoup de pays, le nôtre, mais pas seulement, des mécanismes de protection supplémentaires contre les OPA, contre la prise de contrôle d'opérateurs affaiblis. Donc on voit bien qu'il y a eu ce premier moment d'urgence à court terme. Il y a deux autres phénomènes, deux autres crises qui se conjuguent pour créer une sorte de demande d'État. La première, c'est, j'appellerais la crise géopolitique, qui naît du grand découplage qui se met en place, comme l'a dit Christian Saint-Etienne, entre la Chine et les États-Unis. La longue période de convergence débutée avec le voyage de Nixon, avec son paroxysme au moment de l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, est en train de prendre fin. Et aujourd'hui, dans la Chine, qui était l'atelier du monde, devient une puissance militaire, technologique, concurrente de celle des États-Unis. Et on assiste à la montée du protectionnisme, de la méfiance. Et donc, ça pose la question de rôle supplémentaire de l'État, de son intervention dans les relations commerciales, dans l'acceptation des investissements, dans l'indépendance technologique. Et ça remet au goût du jour le vieux mot de politique industrielle. Et puis, il y a une troisième crise, qui est la crise que j'appellerais de la mondialisation,
qui s'est traduite dans les pays occidentaux, et Chloé Morin en parlera mieux que moi, par la destruction des classes moyennes. On connaît la fameuse courbe en forme d'éléphant de Branko Milanovic, où on a vu que la classe moyenne occidentale avait été la grande victime de la mondialisation. On a vu le Trumpisme, le Brexit, les gilets jaunes chez nous. Et tout ça, ça crée une demande d'État, à la fois le protectionnisme, là encore, voire l'isolationnisme, mais aussi, là encore, ça remet au goût du jour le mot de politique des revenus, à travers ce qu'on voit, notamment aux États-Unis, que ce soit via Trump, à travers la surchauffe de l'économie, qui avait pour but de faire remonter les salaires, soit la politique salariale de Biden. Donc on a un environnement avec beaucoup de crises qui convergent pour appeler à l'État. Mais simplement, de quelle puissance de l'État parle-t-on ? Et on voit bien qu'on a un État qui n'est aujourd'hui ni omniscient ni omnipotent. Il a connu dans son action récente, on l'a vu, beaucoup d'échecs, voire de dérives inefficaces. L'impréparation, l'improvisation, on en a tous été les témoins, y compris dans des affaires tristes comme l'affaire de l'Eprus, où la France avait été bien préparée, on a démantelé quelque chose de positif qu'on avait mis en place. Et on voit bien qu'à quelques exceptions près, comme la DGA, les capacités de planification stratégique de l'État ont complètement disparu. Donc la question de la légitimité de l'État, elle est posée, d'autant qu'on a vu les dérives, la bureaucratisation, les autorisations administratives, les attestations, les fermetures de commerces, de rayons, de sous-rayons qui s'enchaînent les unes aux autres. Certains ont même invoqué Hayek et la route vers la servitude, je ne sais pas si on en est là, mais en tout cas on voit bien qu'il y a des dérives totalement inefficaces. Et par-dessus ça, évidemment, l'État n'est pas seul, et on voit bien que ce n'est pas lui seul, et souvent pas lui du tout, qui a obtenu la résolution des problèmes et le règlement de la crise. Il est avec d'autres acteurs publics, l'Union européenne, les régions, les villes, les agences, et c'est la coordination de l'ensemble de ce système qu'il faut assurer. Et il est surtout avec des acteurs privés. Les laboratoires, certains comme Pfizer, ont développé des vaccins en refusant l'aide de l'État. Les entreprises, ce sont elles qui ont mis en place le télétravail, ce n'est pas l'État. La société, c'est le civisme qui a permis de sortir de la crise. Donc il y a quand même un grand doute sur la capacité de l'État aujourd'hui, au regard de l'expérience récente, à être celui qui doit être au centre du jeu et qui justifie un rôle aussi large. Finalement, vers quel État devons-nous essayer de nous diriger ? Je crois que c'est un État qui serait rénové, stratège et partenaire. Un État rénové, c'est un État qui clarifie notamment l'empilement des compétences administratives. C'est un État qui modernise sa gestion. Un État stratège, c'est un État qui essaie de voir clair et loin, de retrouver cette capacité qu'il a eue autrefois quand on regarde comment nos infrastructures ont été planifiées, qu'elles soient nucléaires, qu'elles soient de transport. C'est un État qui détermine des priorités. On pense tous à la santé, à l'énergie, le digital. Et c'est un État qui se préoccupe des infrastructures, que ce soit l'infrastructure des grands réseaux de transport, la 5G, le réseau d'électricité pour accorder les énergies renouvelables, mais aussi l'infrastructure fiscale, et on pense aux impôts de production, et aussi l'infrastructure, et j'y tiens beaucoup, l'infrastructure en matière d'éducation. Je crois qu'il y a un grand défi aujourd'hui qui est l'affaiblissement de l'efficacité de notre système éducatif, même si on a plein d'exemples contraires devant nous à travers tous les jeunes étudiants qui nous écoutent. Mais on sait bien que la France baisse dans les classements, et on sait bien que la diffusion de la culture, en particulier scientifique, de l'esprit logique, de l'esprit critique, sont clés, et pour la compétitivité, et demain pour les libertés, dans un monde dans lequel on est envahi par les réseaux sociaux, on est envahi par les fake news, et dans lequel il est absolument essentiel d'avoir des citoyens formés. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Monsieur Delacallier et en lui demandant si, parce que la surpuissance de l'État s'exprime différemment dans le temps, mais elle s'exprime aussi différemment selon les zones géographiques. Et le Mexique et l'Amérique latine ont vécu la crise, en tout cas sanitaire, différemment de l'Europe et différemment de l'Asie d'ailleurs. Donc de votre point de vue, et sans vous en tenir évidemment à la crise sanitaire et en évoquant d'autres crises si vous le souhaitez, comment est-ce que vous jugez le rôle de l'État ? Est-ce qu'il a été surpuissant ou est-ce qu'il n'a pas été assez puissant ou assez aidant ? Bon, merci Marie-Pierre, enchanté d'être ici avec vous. Vous allez excuser mon français un peu de vache mexicaine, mais si je peux réagir à votre question. Dans le cas du Mexique, on a un gouvernement de gauche, avec Andrés Manuel López Obrador, qui est devenu président en 2018. Il a choisi d'entamer cette crise sanitaire économique avec l'absence de l'État. On n'a pas eu au Mexique un programme, un plan de sauvetage important.
pour aider les ménages et les sociétés. Le gouvernement a laissé le marché s'est ajusté tout seul. Et du côté sanitaire, il y a eu un effort évidemment de fournir les hôpitaux, de prendre soin des gens malades et tout ça, mais avec un confinement assez libéral. Là, par exemple, l'utilisation des masques au Mexique n'était jamais obligatoire. On n'a pas eu de couvre-feu, même si on a fermé pendant surtout les mois d'avril et mois de mai pas mal d'activités économiques. Donc, j'ai écrit un article en fait au mois d'avril l'année dernière dans le journal à Mexico en disant on entame cette crise double sanitaire et économique à cappella, tout seul, la société toute seule. Et bon, c'était une façon de le faire particulière du président de la République au Mexique. D'un autre côté, les liens étroits du Mexique avec les États-Unis, 40% de l'économie mexicaine dépend directement de l'économie américaine parce que 35% du PIB, c'est nos exportations. Et on est les deuxièmes fournisseurs des États-Unis, les premiers partenaires commerciaux des États-Unis. Et on reçoit aussi pas mal de transferts des travailleurs mexicains qui habitent aux États-Unis. Donc, les forts plans de sauvetage de Trump et après Biden a eu un effet très important sur l'économie mexicaine. Et si je pouvais parler un peu du sujet de l'intervention de l'État d'une façon plus générale, pas simplement au Mexique, je dirais qu'un des défis, une des crises les plus importantes qu'on avait avant le Covid, c'est la perception des citoyens d'un déficit démocratique de l'intervention de l'État. Et je pense qu'au futur, ce qui est très important, c'est de trouver la façon de diminuer, de combler ce déficit démocratique dans la façon dont les autorités prennent les politiques publiques, les décisions importantes pour la vie quotidienne des citoyens. Et les rejets anti-establishment, anti-économie de marché, anti-globalisation évoquée par M. Giraudoll et M. Ferguson est lié à cette cette sensation des citoyens qu'ils n'ont pas la maîtrise de leur destin, qu'ils ne peuvent pas participer aux grosses décisions. Et je pense qu'il faut avancer dans 4 domaines. Et les premières, c'est reconnaître les droits des autorités locales à développer et à imposer leurs propres régulations, mais sujet évidemment au principe de non-discrimination et avec une justification scientifique non capricieuse. C'est-à-dire qu'il faut récupérer le principe de la subsidiarité. Évidemment, on ne peut pas appliquer la subsidiarité pour tous les sujets, parce qu'il y a des sujets, il y a des biens publics globaux qui empêchent des décisions purement locales. Mais dans la mesure où il n'y a pas de mesures locales, mais les mesures sont décidées avec des structures à Bruxelles, à Washington ou ailleurs, les gens vont penser que le déficit démocratique s'approfondit et il y aura toujours un rejet de ça. Deuxièmement, je pense que ça serait très intéressant de permettre la coexistence des normes et des règles dans un même marché. Par exemple, dans le cas du Brexit, le Royaume-Uni pourrait accepter l'acquis communautaire de l'Union européenne et en même temps avoir des normes, soit locales britanniques, ou soit importées d'autres pays comme les États-Unis, par exemple. C'est-à-dire envisager la concurrence et la coexistence des règles au lieu de la convergence à laquelle on a investi tellement longtemps les 30 dernières années, mais que les citoyens considèrent comme une imposition. Je pense aussi que la crise du Covid, c'est une occasion pour reformuler la protection des droits de propriété intellectuelle, et de 2 façons. Et la première, c'est que la durée de la protection doit être inversement proportionnelle à l'extension du marché. C'est-à-dire, si un médicament, par exemple, est protégé par un brevet dans le monde entier, la protection doit être beaucoup plus courte que si ces mêmes médicaments étaient protégés simplement en France. Parce qu'évidemment, on peut récupérer ce qu'on investit d'une façon beaucoup plus rapide. Et deuxièmement, et M. Ferruson a évoqué ça aussi, le Covid montre que le processus pour la certification des médicaments est aujourd'hui trop complexe, trop long, et décourage l'innovation. Et pourrait sauver beaucoup de patients si on avait un système plus souple
qui permettaient la prise des risques. Et finalement, il y a une autre crise que j'aimerais bien évoquer, qui est très importante, c'est la crise de l'addiction à la liquidité. Et les 20 dernières années, on a eu une montée de liquidité de part des banques centrales, qu'avec Covid et la croissance des dépenses et des déficits budgétaires des États, pose un risque très important. Au long terme, l'effet le plus important du Covid, ça va être plutôt monétaire que sanitaire. Et la question, c'est comment sortir de cette crise d'addiction à la liquidité qui a des effets nocifs sur l'économie. Et pas simplement dans le secteur financier. Les prix des actifs sont impactés, aussi les inégalités, les fusions et acquisitions des entreprises qui mènent à une concentration sont parfois expliquées simplement parce que les taux d'intérêt sont trop bas. Et il y a aussi une relation, je pense, entre les fake news et la façon dont les marchés réagissent aux mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, dans le marché des capitaux, les mauvaises nouvelles sont interprétées comme bonnes et les bonnes sont interprétées comme mauvaises. Et cet éloignement de la vérité, c'est aussi un problème important parce que ça diminue la crédibilité des autorités et c'est une des raisons pour laquelle les gens pensent qu'il y a un déficit démocratique. Donc l'intervention de l'État dans un cas de pandémie et crise économique, oui, mais il faut songer au déficit démocratique qu'expliquent les mouvements anti-establishment et la montée très importante du populisme dans le monde entier. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Benmoussa, vous avez un double... vous voyez deux États à l'œuvre, puisque vous habitez dans l'un et vous connaissez bien l'autre aussi, forcément, puisque c'est le Maroc. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une surpuissance des États, particulièrement depuis la pandémie ? Je crois que la pandémie a révélé la nécessité d'abord de repenser le rôle de l'État. D'abord, bien sûr, elle a montré combien on a besoin d'un État protecteur qui permet d'accompagner les citoyens, de répondre à des situations d'urgence. Mais elle a aussi posé le problème, en fait, elle a été révélatrice de certaines tendances qui étaient déjà là et qui expriment le fait que nous avons probablement besoin de mieux d'État plutôt que simplement plus d'État. Mieux d'État parce qu'un certain nombre de phénomènes sont à l'œuvre, des disruptions technologiques. Aujourd'hui, c'est le capital immatériel qui est en train de prendre le dessus, avec ce que ça implique parfois sur les libertés, ce que ça implique sur les questions d'éthique. Des crises globales, crise sanitaire, mais changements climatiques qui sont là, avec des implications qui peuvent être sécuritaires, qui peuvent être migratoires. Des nouvelles géographies du développement où on voit bien sûr l'Amérique, mais on voit l'Asie qui se développe, on voit l'Europe qui essaie de se positionner, on voit l'Afrique qui est en émergence, mais aussi des réalités de tensions identitaires qui aujourd'hui sont là, pour partie en raison de situations sécuritaires, de situations migratoires, mais pour partie en raison de tous ceux qui sont gagnants et perdants dans la mondialisation finalement. Et il faut être extrêmement attentif à ne pas considérer qu'il y a une seule solution à ces problématiques. Et la réalité du rôle de l'État est une réalité qu'il faut que chaque pays, selon sa trajectoire, selon son histoire, selon ses réalités, selon la maturité de l'ensemble de ces acteurs, doit pouvoir trouver aussi quel est le bon équilibre au niveau du rôle de l'État. Et je voudrais évoquer une expérience qui est celle du Maroc, qui, à l'initiative de Sa Majesté le Roi, a lancé, avant la pandémie, a mis en place une commission sur modèle de développement que j'ai présidée depuis maintenant 1 an et demi, qui vient de remettre son rapport et qui, à travers une démarche très participative, autant pour le diagnostic que pour les solutions envisagées, que pour les recommandations du rapport,
l'idée était de créer les conditions d'abord d'une forte appropriation des réponses. Et bien sûr, parmi les questions qui étaient posées, celle du rôle de l'État est une question réellement qui était très présente. Co-construire les réponses, mais aussi créer les conditions de la transformation, parce que transformer l'État suppose aussi de gérer, créer les conditions par lesquelles les citoyens peuvent, en s'exprimant, créer les conditions de cette transformation, parce que l'État ne se transformerait pas de lui-même s'il n'y a pas cette pression qui se met en place. Cela pose bien sûr la question de transformer, pourquoi faire, pour aller vers où, et des réponses ont été apportées sur la place de l'État d'abord pour préserver, pour créer les conditions du bien-être des citoyens, pour faire en sorte que la croissance ou le développement ne soit pas abordé simplement par sa dimension économique, soit abordé par ses multiples dimensions économiques, mais aussi sociales, aussi avec toutes les implications gouvernance que cela peut avoir, parce que cela crée les mécanismes d'appropriation, mais aussi une vision qui permet à ce qu'on puisse s'inscrire dans cette ouverture sur le monde, parce que la conviction, c'est que en se recroquevillant sur soi-même, on ne crée pas les conditions réellement de cette projection vers un monde meilleur, auquel on peut contribuer aussi en tant qu'État. Un certain nombre, dans les recommandations du rapport, nous avons préconisé un mécanisme de mobilisation, un mécanisme politique à travers l'idée d'un pacte national de développement. Et l'idée de ce pacte renvoie à un consensus entre tous les acteurs, toutes les parties prenantes dans l'action de développement sur un socle et une plateforme sur la vision et sur un certain nombre de réformes essentielles. Et on considère que ce consensus peut être fondateur d'une nouvelle dynamique qui favorise la cohérence, favorise aussi les conditions de réalisation d'un certain nombre de réformes. Et le rapport préconise aussi cette idée d'un équilibre entre un État fort de ses institutions démocratiques, mais aussi une société plurielle forte, parce que ces deux piliers peuvent, en étant mis sous tension, peuvent créer les conditions d'une évolution ou d'une dynamique vertueuse quelque part. Et ça renvoie effectivement à cette idée d'un État qui se réforme, qui gère les territoires, qui se projette sur les territoires et qui, à partir de là, arrive à combiner intelligemment démocratie représentative, mais aussi avec démocratie participative. Merci beaucoup. Chloé Morin, est-ce que l'une des limites possible de la surpuissance des États serait le rôle des citoyens ? Alors, ça a été déjà évoqué à plusieurs reprises. C'est vrai que quand on pose la question de la surpuissance de l'État, on pose en creux la question du consentement notamment à la décision publique. Et ce consentement, il est dû en partie à la question de l'efficacité de l'action publique. Et de ce point de vue-là, on a une vraie crise de l'action publique, non seulement en matière économique, mais aussi en matière sécuritaire, par exemple. Mais le consentement, il se construit aussi par l'association, par, en quelque sorte, le partage du pouvoir. Et c'est vrai que pour ce qui est de la France, on arrive à un stade où la répartition des pouvoirs entre les différentes institutions est sans doute trop déséquilibrée et construit de la défiance, parce que les pouvoirs sont sans doute trop concentrés dans les mains de l'exécutif, notamment au détriment d'un Parlement dont on a le sentiment ces dernières années qu'il n'a cessé de perdre en pouvoir et en poids. Donc la question, c'est évidemment comment on reconstruit du consentement, donc comment est-ce qu'on
retrouve de l'efficacité, ça a déjà été dit, comment on associe mieux les différents acteurs, et au premier titre les citoyens. Et de ce point de vue-là, la réponse est plus complexe que l'on peut l'imaginer, parce que on a tendance à se dire que la démocratie participative est la solution à tous les problèmes. Or, jusqu'ici, et les expériences en France comme à l'international tentent à le prouver, la démocratie participative, ça marche plutôt bien, voire très bien, sur des éléments ponctuels et limités, et à une échelle territoriale limitée. Mais dès qu'on arrive à des projets ou à des périmètres d'action, soit de très long terme, soit à une échelle nationale ou même régionale, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de mal à faire vivre la démocratie participative. D'abord parce que les citoyens, on n'atteint jamais une taille de participation significative, c'est-à-dire qu'on reste toujours sur un nombre de citoyens limité qui participent à la décision. Et donc se pose la question de comment on élargit le spectre des gens qui participent à la décision. Puis la deuxième chose qui me semble, le deuxième problème qui me semble essentiel de résoudre, c'est la concurrence de la démocratie participative, en fait la démocratie directe, avec la démocratie représentative, qui reste le moyen le plus efficace à ce jour de piloter l'action publique. On l'a vu, et je terminerai par là, avec la Convention citoyenne pour le climat, qui était une initiative dont l'un des principaux objets était de construire du consentement à des décisions difficiles, notamment en matière environnementale. Et en réalité, il y a eu tout de suite une forme de concurrence entre les propositions que pouvait faire cette convention et puis le rôle du Parlement, qui finalement est souverain et a le monopole en fait du vote de la loi. Et le risque, lorsqu'on multiplie les initiatives participatives, c'est qu'on délégitime les institutions représentatives, donc le Parlement en l'occurrence, sans pour autant créer d'institutions légitimes à la place. Donc je m'arrêterai là. Je crois que merci beaucoup. Merci. Justement, pour parler de démocratie représentative, je crois que là, la transition, elle s'impose, puisqu'on en a un représentant sur ce plateau. Donc, comment est-ce que vous... Écoutez, Claude Morin, bien sûr, a raison. Il faut se poser des questions quand on parle de ce que fait l'État dans une société, des principes démocratiques. Moi, je crains moins qu'elle, la délégitimation, et pourtant, je suis un représentant de la démocratie représentative. Je crois simplement qu'à la différence de l'échelon territorial, où il y a une itération, il y a une discussion permanente, en fait, entre les instances participatives et les instances délibératives, nous ne le faisons pas, probablement par immaturité démocratique et constitutionnelle même, entre le Parlement et les citoyens. Mais il ne faut en aucun cas que les élus, j'ai l'honneur de l'être depuis 26 ans, craignent la démocratie participative. Au contraire, moi je pense que c'est une source de légitimité parce que quand on est élu, on ne nous signe pas un chèque en blanc pour 5 ans. Et donc on va trouver les formes et moyens pour qu'il y ait la relégitimation du représentatif par le participatif et inversement. Mais vous savez, pour répondre à votre question, au fond, je crois effectivement, c'est pas moi qui vais vous dire que la surpuissance de l'État depuis 18 mois serait illégitime. Moi je fais partie des types qui vous ont enfermé, qui ont décidé la fermeture des bars et des restos, et qui se sont mis à compter en unités de milliards plutôt que de millions pour soutenir le monde économique. Alors j'espère qu'on va passer dans une phase plus intéressante désormais, mais c'est pas sans soulever un certain nombre d'interrogations démocratiques, même si vous êtes parmi ceux qui décident. Je me permets une observation liminaire au passage, pour montrer que l'action publique reste quand même source d'humilité et d'empirisme. Il paraît qu'il y a 4 ans, on avait élu un président de la République avec Emmanuel Macron qui était le plus grand représentant du libéralisme. Il a pu même être caricaturé de ce point de vue-là. C'est quand même le président de la République qui aura nationalisé pendant 1 an et demi l'économie française et fait payer par l'État les 2 tiers des actifs.
parce qu'il s'est adapté à une situation. Et en l'occurrence, quand on a décidé de mettre autant d'argent pour soutenir l'économie et la cohésion sociale dans le pays, c'était aussi parce qu'on a tiré les conséquences pragmatiques, empiriques, de ce qu'on avait connu en 2008, avec très concrètement l'Allemagne qui avait su soutenir via son chômage partiel beaucoup mieux son activité économique, alors que la France l'avait fait de façon beaucoup plus modeste. Et c'est ainsi que, malgré tous les ratés, et vous les avez soulignés les uns les autres, parce qu'on a fait du mieux, mais on n'a pas fait tout bien, on a au moins cette représentation aujourd'hui que l'action publique a été efficace, l'argent public a été efficace, l'intervention de l'État a été efficace pour maintenir la société économique en son état. Mais évidemment, tout ça ne peut pas durer. Parce que sinon, on ira très largement dans une dérive démocratique. Ce n'est même pas un propos comptable ou financier que je tiens là. Quand l'État prend autant de poids sur nos vies, nos quotidiens, et autant de poids dans la vie économique, on va très vite vers des dérives démocratiques. Et prenons juste un peu de distance. Quand on regarde aujourd'hui, on vit dans une société où, je ne vais pas me faire des copains, ce n'est pas politiquement correct, mais c'est la vie, vous avez un Conseil d'État qui fait de la politique à la place du gouvernement, un Conseil constitutionnel qui prend des décisions moins sur la base de la constitutionnalité que de l'opportunité. Quand vous avez des banques centrales, avec toute l'admiration que j'ai pour Christine Lagarde, qui parfois font de la politique économique plutôt que seulement monétaire, en soutenant les pouvoirs d'achat avec les taux d'intérêt bas, quand vous avez même des magistrats qui déposent plainte contre leur propre ministre de la Justice, c'est peut-être qu'à un moment, quand on donne trop de pouvoir à l'État, même les institutions supérieures et les plus respectables de cet État peuvent aller vers un certain nombre de dérives. Donc, c'est Lord Acton. Le pouvoir peut corrompre, le pouvoir absolu peut corrompre absolument. Et donc, il faut remettre de la démocratie, et y compris de la démocratie économique participative. Parce qu'on a quelque chose à dire aujourd'hui, tout simplement à nos concitoyens, c'est qu'on a besoin d'eux. Vous parlez d'économie, on parle de relance. On a les plus grands enjeux devant nous, de relance, de mutation industrielle de nos sociétés, d'énergie nouvelle, de réchauffement climatique, et rien ne se fera sans vous, sans les Françaises et les Français. Et on ne dit pas assez, au fond, qu'on a besoin d'eux. On a besoin des épargnants, parce que grâce à eux, on peut tripler le plan de relance de l'État. Mais il faut qu'ils nous disent, d'accord, mais la condition, dans ce cas-là, ça peut être des fonds populaires souverains à capitaux garantis ou presque garantis. On a besoin des travailleurs pour qu'ils acceptent des mobilités professionnelles, ils acceptent des formations pour aller vers des emplois de plus en plus qualifiés dans les nouveaux métiers que nous sommes en train de créer. Et ils vont nous dire, d'accord, mais dans ce cas-là, payez-nous mieux. Rémunérez mieux le travail par rapport au capital. Parce que la distribution de la rémunération est aujourd'hui profondément injuste. Pardon, monsieur Giraudol. On va leur dire, ben vous savez, pour sauver le modèle social français, il va probablement falloir qu'on travaille 12 à 18 mois de plus. D'ailleurs, tout le monde s'y attend, parce qu'on ne peut pas être le pays où on vit en bonne santé le plus longtemps, et celui où on travaille le moins au cours de la vie. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils nous disent, d'accord, mais attendez, vous nous réglez le problème de l'autonomie, de la dépendance pour papy et mamie, parce que ce n'est pas possible qu'on soit la première génération où on paye les EHPAD des parents pendant les études des enfants. Donc en fait, il faut de la démocratie participative économique, il faut remettre le citoyen au cœur des situations, et avec ça, je ne sais pas si on réconciliera Schumpeter et Keynes, mais peut-être qu'on a une chance de réconcilier Aguillon et Artus. Merci beaucoup. Christian Saint-Étienne, est-ce que vous voulez relancer pour le débat, parce qu'on devra malheureusement conclure 5 minutes avant l'heure, puisqu'on avait pris un petit peu de retard, ou la session d'avant avait pris un petit peu de retard, sur peut-être beaucoup de thèmes ont été abordés, mais il y a une idée qui court dans chacun de vos propos, ou plus exactement les propos de chacun, c'est quelles sont exactement les justes missions et pertinentes missions de l'État, finalement. Dans les différents propos, il y a eu des considérations sur les 3 moments en fait, de l'intervention de l'État, avant la crise, pendant la crise et après la crise. Je faisais une intervention hier sur les questions de finances publiques et d'évolution stratégique. La vérité, c'est que les difficultés, par exemple, de finances publiques en France, elles n'ont pas été causées par la crise, mais par la situation que nous avions en 2019, avant la crise. Quand on aborde la crise, l'Allemagne a un excédent des finances publiques, nous avons un déficit de 3 points de PIB. Et cet écart de 4 points, on va le traîner pendant toute la crise, et à la sortie de crise, on le retrouve. Donc la question, évidemment, c'est celle de l'efficacité de l'action publique.
je traite ce sujet depuis très longtemps. J'ai débattu avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi sur les questions de périmètre de l'action publique, sur les questions d'efficacité. Progressivement, je me suis fait une religion qui est simplement de dire, qui correspond d'ailleurs à mes idées, et qui est que si nous avions 56 points de dépenses publiques et que tous les jeunes sortaient avec une formation incroyable, en parlant 3 langues et en trouvant un job tout de suite, s'il n'y avait aucune insécurité, on aurait inventé un nouveau modèle. Le problème, c'est quand vous avez 56 points de dépenses publiques et que vous avez de l'insécurité, que vous avez du chômage et plus qu'ailleurs, et que vous avez pris du retard dans la transformation technologique, c'est que vous avez un État inefficace. Donc, cette question, elle est centrale en France depuis 30 ans. Et on ne l'aborde pas. On pensait que l'actuel gouvernement l'aborderait. Et finalement, le président de la République a, par exemple, sur le nombre de fonctionnaires, décidé de ne pas les réduire. Donc, il y a une question centrale qui nous conduit donc au recentrage de l'État, qui fait mal les fonctions fondamentales qui sont les siennes d'État régalien. L'État régalien par la police, par l'armée, par la justice et par le contrôle des frontières. Les frontières qui doivent être conçues un peu comme la peau du corps. Elles doivent laisser passer les informations et les substances nécessaires pour assurer la vie, mais si on vous enlève la peau, vous mourrez. Donc les frontières doivent être repensées. Est-ce qu'au niveau national, en Europe, c'est le bon niveau? Est-ce qu'il faut les avoir au niveau européen? Mais dans ce cas-là, il faut se donner les éléments pour pouvoir gérer des frontières et les faire respecter. Donc, après la crise, au fond, ça a été dit par M. Ferguson, on va avoir 2 problèmes. Un problème général de l'ensemble des États occidentaux, c'est comment on faire entrer le chien dans la niche, c'est-à-dire il a pris l'habitude de croquer dans l'ensemble des nourritures possibles et comment on le ramène à sa juste mesure. Et le problème spécifique français, c'est comment on augmente l'efficacité de l'État tout en ayant à l'esprit le point qui a été évoqué de la participation des citoyens. Et de mon point de vue, je pense que la seule façon de s'en sortir, c'est d'utiliser des outils qui ne sont pas utilisés aujourd'hui en France. Nous avons, suite à une trentaine d'années d'évolution, créé des intercommunalités. L'intégralité des 35 000 communes aujourd'hui, puisqu'on n'est plus 36 000 mais 35 000, sont toutes rattachées à peu près 1240 intercommunalités. Il y a une vraie question aujourd'hui qui serait de passer l'élection au niveau de l'interco, en fusionnant tous les établissements publics, gestion de l'eau, des déchets, dans ces communes qu'on pourrait rappeler communes métropolitaines. On ne supprime pas les communes de base, mais elles deviennent des subdivisions de ces communes métropolitaines qui, sur la base d'un mandat de 6 mois, auraient la mission, en début de mandat, de faire une planification stratégique de la gestion des bassins de vie, puisque le miracle français dont personne ne fait rien, c'est que l'INSEE définit les bassins de vie comme les territoires sur lesquels plus de 80% de la population vit, travaille, se soigne, ainsi de suite. Et que, donc ce miracle, c'est que les intercommunalités correspondent à peu près à 100%, à plus de 99% en tout cas, à peu près exactement aux frontières des bassins de vie définis par l'INSEE. Et donc je pense que la démocratie participative aurait tout son sens au niveau de ces bassins de vie, dans le cadre d'une action de planification stratégique de ces communalités, de ces communes métropolitaines, mais qu'en revanche, au niveau national, en lien avec les régions, on doit passer vers une planification stratégique en reprenant des modèles comme ceux de la DARPA ou de la BARDA, et qui nous permettent de faire travailler ensemble les entreprises sur la base de projets stratégiques de l'État, mais qui ne soient pas exécutés par des fonctionnaires, mais qui soient exécutés par le secteur privé, mais sur la base d'orientations fixées par l'État. Donc c'est toute cette transformation majeure qui est devant nous. On espérait que Macron ferait avancer les choses face à la crise, il n'a pas pu. On avait déjà cet espoir avant avec Sarkozy, il avait eu sa crise qui l'avait déjà empêché de faire ce travail. Comme on nous annonce qu'on va avoir continuellement des crises, c'est vraiment, et c'est peut-être dans le deuxième temps de la table ronde une des questions fondamentales qu'on peut se poser,
Si on part sur l'idée que la prochaine crise n'est pas dans 20 ans, mais peut-être dans 5 ans, et que donc pour réorganiser l'action de l'État, on a 3, 4, 5 ans, comment on s'y prend sur le plan politique, notamment en retenant le concept de consentement de Chloé Morin, comment on organise la transformation extrêmement rapide qui est nécessaire de l'action publique. D'habitude, on parlait toujours de la transformation en pensant qu'on avait 15 ans, 20 ans. Ici, les dernières crises entraînent une transformation de l'espace-temps. Et donc, comment on s'organise pour provoquer des transformations dont on sait qu'on doit les faire depuis 20 ans, qu'on ne les a pas faites, et pourtant maintenant il faut les faire, sinon on va crever à la prochaine crise. Merci beaucoup. Je vais peut-être demander à M. Ferguson, puis à M. Delacallié, de nous dire vraiment en quelques mots, enfin 2 phrases maximum, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Quelle transformation, répondre à la question posée à l'instant par Christian Saint-Etienne. Quelles sont les transformations à mener dans l'action, enfin dans la façon dont l'État s'exprime et gère pour parer, pour éviter les mêmes éventuels dégâts, désastres. Enfin, après, on peut vis-à-vis de la prochaine crise. Qu'est-ce qu'il faut changer d'art très vite? Monsieur Ferguson. Eh bien, ce que je peux vous dire, je vais vous dire ce que nous allons faire aux États-Unis. Ce n'est pas ce que nous devrions faire, mais ce que nous allons faire. Nous allons introduire une série de mesures fiscales très chères pour étendre le périmètre du gouvernement fédéral. Et c'est basé sur l'illusion renforcée par la crise qu'il n'y a vraiment pas de contrainte au niveau de la capacité du gouvernement fédéral à emprunter. Donc, on parle de factures de multiples milliards de dollars à une époque où on n'a vraiment pas besoin de soutien fiscal supplémentaire. Et je suis d'accord avec Larry Summers. C'est assez probable, c'est pas sûr, mais c'est probable que l'économie va se surchauffer et après, les attentes en termes d'inflation vont être déracinées et l'arbre de l'argent magique va apparaître comme une illusion. Alors, ce qu'il faudrait faire, c'est regarder les gouvernements de l'Asie, les démocraties du Taïwan, de la Corée du Sud, qui utilisent la technologie pour autonomiser les États, pour incapaciter les États, pour que les gouvernements puissent répondre aux crises. Dernière phrase. Notre bureaucratie, qui est volumineuse, devient de pire en pire en termes de gestion de catastrophes au cours des 10 années passées. C'est ce qu'on a vu. On croit qu'on peut résoudre le problème en rendant la bureaucratie encore plus grande. Ça, c'est une des plus grandes illusions de 2021. Et j'espère que cette illusion, je m'attends à ce que cette illusion soit s'effondre lors de la prochaine catastrophe. Merci beaucoup. Bon, c'est un peu maussade, mais intéressant quand même, un peu pessimiste. Monsieur Delacallié, très vite, de façon à ce que chacun puisse pouvoir dire un mot. 30 secondes. Moi, je suis d'accord avec Larry Summers aussi, mais je pense qu'il se trompe dans le sens que les autorités américaines vont accepter l'inflation. Parce que les coûts politiques d'augmenter les taux d'intérêt d'une façon très importante pour freiner l'inflation est trop important pour le faire. Les défis au moyen terme les plus importants pour le monde occidental, pour les économies d'Occident, c'est comment faire face au capitalisme d'État des Chinois. Et la réponse, c'est plus de démocratie et pas moins de démocratie. C'est pas une question d'imiter les systèmes chinois, parce que les systèmes chinois ne peuvent pas être imités ailleurs, mais mettre l'accent sur l'avantage comparatif de l'Occident, que c'est la démocratie. Merci. Monsieur Gérodol? Non. On pourrait, non, évidemment. Une transformation très rapide, une mesure qui serait déterminante?
Non, mais je crois qu'il est urgent de clarifier l'empilement administratif français. C'est, à mon avis, une des clés pour ressourcer la légitimité politique. On voit bien les seules élections qui intéressent les Français sont celles de leur maire et celles du président de la République. Ils ne comprennent plus ce qu'il y a entre ou ce qu'il y a au-dessus. Et clarifier la répartition des responsabilités, rendre les gens plus proches des gens qui les dirigent, me paraît être une des réformes à faire d'urgence. Monsieur Benmoussa, merci. Rapidement, bon, d'abord... Très rapidement, je suis désolé de vous. L'articulation du temps lent, temps gouvernemental, temps attente des citoyens, est un sujet essentiel qui permet aussi de mieux organiser le rôle de l'État, libérer les énergies au niveau des territoires est un sujet qui me paraît important pour créer, en développant les capacités des acteurs et en créant les espaces de débat et les espaces d'échange pour l'appropriation et pour aussi faciliter justement la réalisation d'un certain nombre de ces transformations qu'on a du mal à réaliser autrement si elles viennent d'en haut. Et 3, le numérique comme étant un puissant accélérateur de ces transformations. Merci. Et pour vous, Chloé Morin? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter sur l'administration et l'empilement administratif. Peut-être qu'en plus de la complexité des différents échelons, on peut rajouter la réforme de la haute fonction publique. Voilà. Merci. Monsieur Mignola? Du courage. Il faut réformer après la crise, il faut réformer entre des crises. Christian de Saint-Étienne a parfaitement raison. Pour ceux qui ont envie un jour de faire de la politique économique avec des responsabilités publiques, je vous donne 2 conseils. 1, il faut aimer les gens. Donc quand vous proposez une réforme, en général, il faut qu'elle leur profite un peu dans leur quotidien, sinon ça ne peut pas passer. Et 2, il ne faut jamais avoir l'ambition d'être réélu. C'est la meilleure façon de l'être. Merci à vous tous. Merci beaucoup.